Voilà qui mon fraîchissime, c'est délicieux. Monsieur volant, c'est la boisson, fort bien goûter. On va laisser Yannick avec son précieux et tout de suite la critique no popcorn du Hobbit, la désolation de Smaug. C'est parti. Dans le second épisode du Hobbit, on retrouve Bilbon, les nains, Gandalf qui partent vers la montagne solitaire donc pour récupérer le trésor qu'a volé le petit dragon Smaug. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. How do we know he won't betray us? We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Cette fois-ci, c'est plus concentré sur Thorin et comment il en est arrivé à partir dans cette aventure avec Gandalf, les nains et Bilbon. Ce chapitre bénéficie de l'effet deuxième épisode, ça fait que les enjeux sont posés et l'action peut commencer directement. Comme dans les autres épisodes et comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des libertés qui sont prises par Peter Jackson, mais j'ai trouvé que ces libertés étaient bien mieux mises en valeur que dans l'épisode précédent, parce qu'il y en a au niveau des personnages, il y en a au niveau de l'histoire. Ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est l'injection de nouveaux personnages, ça apporte beaucoup d'oxygène à la narration du film, parce que dans le premier, on restait uniquement sur Bilbon et les nains, et c'était un peu étouffant, alors que là, la multiplicité des nouveaux personnages et des personnages elfes, il y a le côté humain aussi. Il y a aussi les scènes clés du Hobbit qui ont été bien enjolivées, beaucoup plus denses, notamment la scène des tonneaux, qui est la plus belle scène du film quand même, où il y a beaucoup d'action, donc mélange avec les orques, les elfes de la forêt noire, plus les nains et Bilbon. Elle est énorme cette scène, elle doit durer je sais pas 15-20 minutes et ça s'arrête pas, c'est de l'action totale. Par rapport au premier volet, j'avais trouvé les scènes d'action plus mécaniques, j'avais pas réussi à retrouver le Peter Jackson qu'on aime bien, un peu plus dingue, un peu plus généreux. On retrouve un peu le Peter Jackson de King Kong et celui des débuts, qui a débuté dans l'horreur. Les nouveaux personnages sont vraiment tous réussis, moi, à mon sens. Il y a Tauriel, qui n'existe pas du tout dans les livres. Donc on pouvait un peu craindre que c'était Evangeline Lilly avec une expérience de télé. Je l'ai trouvé excellente, que ce soit le personnage est bien écrit, et elle le joue très bien. Ça apporte une touche féminine, ça fait un duo avec Legolas pareil. Legolas, il y avait la crainte que ça soit un personnage, un retour commercial, et là pas du tout, quoi. C'est vraiment un personnage qui est impliqué, qui a des vraies scènes. Le père de Legolas, dans Le Roi des Elfes, Lee Pace, un acteur qu'on a vu dans Pushing Daisies. Pushing Daisies, avorté, il va être le dont méchant des la fameuse rumeur comme quoi il est plus jeune que Orlando Bloom, en ce moment ils n'arrêtent pas de le dire. Mais... celui que j'aime bien aussi, c'est Luke Evans. J'ai plus retrouvé moi l'essence de l'humanité de Viggo Mortensen dans le personnage de Bard. Là où il y a une évolution aussi dans cet épisode, c'est il y a un meilleur esprit avec les nains. Ils ont un peu enlevé l'humour qui a déplu à certaines personnes, donc il y en a moins dans cet épisode et il y a un sens plus profond, plus dramatique, plus sombre. Et Thorin là il ressort un peu mieux quand même. Attention, ne pas oublier aussi Benedict Cumberbatch. Donc, 2 pour le prix d'un, parce qu'il fait 2 voix dans le film. Voilà, Smaug et Nécromancien. Voilà. À la fois, comme dans le cas de Gollum, mais je trouve que la performance est encore plus forte, parce que Gollum c'est un personnage humanoïde, alors que là c'est un saurien de 10 mètres long. Il arrive quand même à faire un personnage, parce qu'avec l'aide de Weta, la compagnie des effets spéciaux, ce sont ses mouvements aussi. Chez le Popcorn, on aime beaucoup qu'il y ait Benedict Cumberbatch, même dans n'importe quoi. Si j'ai des recettes de cuisine, on serait client, donc... on s'est régalé. La technique incroyable et mieux que l'épisode précédent. Il y a ce côté plus fluide mais qui fait aussi plus réel. Les paysages qu'il y a animés, les personnages, les scènes sont plus sombres, il y a plus de texture donc ça permet c'est plus engageant. Un super travail de Weta comme sur les autres films. Malgré tout, d'épisode en épisode, ils améliorent quand même les choses. Et à noter, donc il y a une petite apparition de Peter Jackson comme dans tous ses films. Et là on le retrouve dans le même village que le Seigneur des Anneaux. C'est le petit indice. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. Est-ce que t'en as quelques-uns? Moi j'en ai plus que toi, donc je t'invite à commencer. Ce qui m'a
peut-être plus perturbé, c'est le rapprochement avec le Seigneur des Anneaux, donc justement le personnage de Toriel qui est trop proche de Arwen. Ça apporte le côté féminin, d'accord, mais il y a des scènes qui se rapprochent vraiment trop du Seigneur des Anneaux, donc ça fait un peu trop copier-coller. Par rapport à l'adaptation du livre, le livre est un livre pour enfants léger, l'adaptation se retrouve enchâssée dans une structure bien plus large, une vraie préquelle du Seigneur des Anneaux, où on ramène beaucoup plus sombre avec des... Finalement, la quête des nains et de Bilbo, ça devient un peu accessoire, parce que tout ce qui se passe est plus important que leur quête. Par exemple, l'humour des nains dans le premier épisode, moi j'appréciais parce que ça respectait le livre. Ouais. Bon, après, ils aimaient pas, donc là ils seront rassurés. La structure en 3 films dessert, je trouve, chacun des films. Parce que le premier, c'est obligé d'être quand même... Ils peuvent pas avancer... Il avait un problème de rythme parce qu'il pouvait pas se permettre d'avancer trop vite. Ouais. Parce que c'était le premier d'une série. Là où tu vas revenir. Celui-là, ça se termine... à 3 pages de la fin du bouquin. C'est le climaxus interruptus. Ça s'arrête comme ça, bim, d'un coup. Et un petit écran noir. Et là, on a une chanson. Une chanson, mais vraiment, j'arrive pas à Icy Fire, Dead, je sais plus comment. Ça donne un petit côté Backstreet Boys après 2h30 de film épique. Il aurait fallu au moins quelques petites notes de Ward Shore. Sur cet épisode, voilà, on retrouve les thèmes qu'on apprécie, ça fait toujours plaisir de les entendre, mais il a rien fait de spécial. 2-3 petits thèmes de Hobbit, 2-3 petits thèmes de Mordor, un peu parsemés. C'est ça, on mixe un peu les... Come now, don't be shy. Step into the light. La désolation de Smaug améliore à peu près tous les aspects qui étaient un peu défaillants dans le premier volet. C'est plus trépidant, plus impliquant. Donc on repart avec une confiance restaurée dans Peter Jackson pour le 3e volet. C'est 8 sur 10. J'ai trouvé que Peter Jackson avait pris des libertés d'adaptation qui enrichissent le film plus que dans l'épisode précédent. Au final, on a une suite plus sombre, plus dense. Donc pour moi, c'est un 9,5 sur 10. Bon, ben à la vôtre. Et puis, on vous dit à l'année prochaine. Escrever-se na boa,